Patrice Lécuyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à prochain numéro, le balado du magazine 7 jours, dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une salle d'attente et de tomber sur ton propre visage? Oui, mais en général, ça m'arrivait quand c'était c'était comme sur... c'était le numéro de la semaine. Tu sais, en général, je ne le regardais pas, je venais de le faire. Tu sais. Mais ça m'est arrivé une couple de fois de voir un vieux magazine, puis là, je regarde autour, il n'y a pas personne. OK, tu regardes. Oh, ça fait longtemps. Ah, tu les ouvres, tu les regardes? Bon, ça arrive, ben oui, ouais. certain. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es vu dans une salle d'attente? Ou est-ce que ça marque les esprits? Non, mais je me souviens même pas la première fois que j'ai fait un magazine. Non, ça, je me souviens pas. Non. On va pouvoir voir, nous, on l'a, ta première archive, en tout cas pour le magazine 7 jours, qui remonte à 1990. Donc, nous, le magazine a été lancé en 89. OK. Donc, tu étais avec nous depuis les tout débuts. À ce moment-là, le public te connaissait comme improvisateur, acteur, animateur radio, aussi animateur télé avec les détecteurs de mensonges. Qu'est-ce que tu te souviens de ces débuts-là, de tes débuts dans le milieu? Bien, je me souviens pas de grand-chose dans ma vie. Je me souviens très bien de ma carrière, mais c'était tellement la folie que il y a des affaires que j'ai faites dans ce temps-là, je me souviens même pas aujourd'hui. Puis moi, j'ai une très bonne mémoire. Mais dans ma vie personnelle, c'était la folie. En fait, c'était quasiment juste... J'avais pas vraiment de vie personnelle parce que je travaillais tellement. C'était pas mal l'explosion. Puis c'est la période, ça, les détecteurs de mensonges, où j'ai passé les gens me voient dans la rue, on me semble qu'on le connaît, lui, ou c'est le gars qui fait... lui. C'est Confucius. C'est le gars qui fait les détecteurs de mensonges. Là, les gens commençaient à me reconnaître. D'ailleurs, il y a un gala juste pour rire que j'ai fait, je me souviens, cette année-là. Je suis rentré sur scène, puis absolument, quand je rentrais sur scène, mesdames et messieurs, Patrice Lécuyer aurait dit, je sais pas, moi... Paul Hébert, Paul Hébert, c'est un acteur, là, mais n'importe qui, humoriste, Richard Pratt, puis ça aurait fait le même effet, les gens applaudissaient pour être polis, puis je rentrais, puis... Alors là, c'est la première fois que je rentrais sur scène, les gens ont applaudi, on me voit même, j'arrête, je suis tellement surpris, puis là, je continue, puis je suis vraiment très content, le monde me reconnaisse, pas le monde me reconnaisse, c'était plus le monde sont contents de me voir. C'est la première fois dans ces années-là là, que j'ai commencé à aller à des endroits, puis les gens étaient heureux. Ah oui, on l'aime, lui. Ça c'était jamais arrivé. Puis tu dirais que c'est les détecteurs de mensonges qui ont un peu amené ça? C'est parti. Ouais. Mais c'est un paquet d'affaires. Oui. C'est la LNI, mais la LNI, c'était pas... C'était une fois par semaine qu'il y avait une partie, puis c'était pas toujours moi qui jouais. Fait que ça faisait partie des bouts. Il me semble que je l'ai vu, lui. Les plus jeunes, oui, vous connaissez la LNI. Mais le plus grand public, en général, il ne regardait pas tout ça. Fait que, mais tout ça mis ensemble, les bye-bye, détecteurs de mensonges... Là, on commence à me reconnaître. Ouais. Tu étais vraiment dans les salons des gens très souvent. J'ai commencé à agresser le monde en étant avec eux autres 5 jours par semaine pendant combien d'années? Plusieurs années. Donc, dans le magazine que tu tiens dans les mains, magazine numéro 1, la journaliste te parlait de ton plus récent projet, un spectacle d'humour sur scène intitulé « Merci beaucoup » que tu faisais en duo avec Bernard Fortin. C'était nouveau pour toi, l'humour, à ce moment-là. Et la journaliste te disait qu'elle trouvait ça étourdissant, tous ces projets que tu avais. Donc, si tu peux nous lire la réponse, ce que tu lui avais répondu. Bien sûr. La citation qui devrait commencer par « Je me sens comme un petit cul ». Écoute, ça commence, puis tu vas voir pourquoi je trouve ça drôle. Je me sens comme un petit cul qui commence dans ce milieu-là. Je fais toutes les choses pour la première fois et je suis chanceux parce qu'on me demande de faire des choses différentes. Ça arrive comme ça. J'ai la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Ça fait beaucoup de défis, puis j'ai pas le temps d'être blasé. C'est passionnant. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Parce que c'est ce que je dis dernièrement quand je fais des entrevues, parce que je commence à faire un show d'humour seul sur scène, chose que j'ai jamais faite. Puis ça, le spectacle, c'était 2 personnages, merci beaucoup. C'était moi et Bernard, bien sûr, mais c'était 2 personnages, c'était un texte. Là, le fait que je sois en spectacle, puis que j'ai écrit avec Nicolas Lemay, mais le fait qu'on parle de moi, en fait, je parle de moi, je parle de mes affaires à moi, j'ai l'impression de commencer. Fait que je me sens vraiment dans le même état d'esprit, puis je disais ça souvent au monde. Puis les gens qui travaillent avec moi sur les plateaux, tous disaient, écoute, t'as pas la même énergie que les dernières... T'es revenu, mais c'est vrai, je me sens comme ça. Je me sens vraiment comme j'ai tout approuvé en ce moment, parce que c'est un spectacle d'humour, seul sur scène, que j'ai jamais fait. Fait que je me sens en audition. Je me sens comme les années de la Ligue nationale d'improvisation.
Je me sens exactement comme ça. Fait que ça fait drôle de dire le premier entrevue que j'ai donné, je disais la même affaire que je dis aujourd'hui. Donc, la réponse est encore... encore... Ouais, là, c'est ça, oui. Là, je te dirais, là, 35 ans plus tard, c'est pareil. C'est la même chose. Puis pourquoi tu as eu envie, justement, de te lancer dans ce vide-là 40 ans plus tard ou presque, là, de faire ça seul cette fois-ci? Bien, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Écoute, être seul sur scène, faire rire le monde, rien de plus grisant, tu sais. Moi, je me souviens, dans le temps, je faisais, dans ma vingtaine, début trentaine, je disais toujours, j'ai jamais pris de drogue, moi, parce que ma dope, je l'ai avec le public. C'est tellement un beau rush, faire rire le monde, être en contact avec le monde sur scène. Jamais j'ai pensé d'être devant, je suis assez énervé, calme. S'il fallait que je prenne de la dope, ce serait terrible. Mais ça, c'était quelque chose qui encore aujourd'hui, puis je pense que tu demandes à n'importe quel acteur, n'importe quel performer, sur scène, puis en studio, tout le monde va dire sur scène. C'est juste qu'on veut gagner notre vie, là. On veut payer nos loyers, mais la scène, il y a quelque chose d'extraordinaire avec ça. Est-ce que tu dirais que c'est la première fois, sans dire que dans toute ta carrière, tu n'as pas eu ce sentiment-là à un autre moment, mais te sentir vraiment comme à tes tout débuts, c'est pour la première fois que ça te revient un peu, ce sentiment-là? Bien, depuis plusieurs années, oui, parce que là, c'est depuis 20 ans, je refaisais des choses, tu sais, j'animais des émissions. C'est sûr que quand tu commences une nouvelle émission, ben, t'as le rush, l'énergie, puis le stress, puis le trac d'un nouveau show, mais ça reste que c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu sais. Alors que sur scène, la LNI, c'était un rush épouvantable. Moi, j'ai toujours... C'est comme sauter en bungee, la LNI. Tu sais, faut que tu aimes ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on saute en bungee parce que ça les horripile. Puis le monde qui aime ça, ben il trippe. Puis il faut que tu fasses confiance à celui qui a fait le nœud. J'espère que le nœud est bien fait. Mais alors, c'est la même affaire. J'espère qu'on sera en bas, en bon état. C'est ça. Bon, on l'a dit, donc LNI, télévision, humour, tu as pratiquement ou à toucher à toutes les facettes là, du métier. Est-ce qu'il te reste des choses sur ta, en bon français, bucket list professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles professionnelle, non. C'est sûr qu'il y a j'aimerais jouer au cinéma, mais il y a tellement peu de cinéma qui se tourne, puis il y a tellement pas beaucoup de rôles, puis surtout les gens, à l'âge que je suis rendu, il y a moins de rôles, c'est normal. Alors, oui, j'aimerais ça, mais tu sais, c'est pas... Il y a pas professionnellement, ma bucket list, là, avec mon spectacle, je le fais, mais sinon... Il n'y a pas de choses. Il y a des choses que j'aimerais peut-être refaire. Un talk show, par exemple, tu sais, peut-être. Mais sinon, non, il y a pas. Je peux pas dire. Tu sais, je peux pas dire. J'en ferai un, je vais être content, mais j'en ferai pas. Je serais correct aussi. Là. Oui, puis il n'y a rien, c'est ça. Il n'y a rien à Non, j'ai pas de. Ma bucket list, il n'y a pas grand-chose. J'avais pas mal tout fait dans le milieu comme tel. Là. Quand même. En 93, maintenant, tu venais nous parler de ton premier grand rôle dramatique à la télévision dans la série Blanche. Oui. Comment ce projet est venu à toi? Écoute, ça, c'est bien bizarre, ce projet-là, parce que j'ai reçu un appel pour faire une audition. Je suis allé faire l'audition pour le rôle. Ben, c'était à la suite des Filles de Caleb. Là. On avait vu, on savait, on avait lu le roman. Le roman était très populaire aussi. Fait que c'était Blanche. Puis je suis allé faire l'audition. Je me souviendrai toujours, j'étais avec Pascal Bussière, qui jouait Blanche, et le réalisateur, Charles Binamé. On finit l'audition. Je me souviens, il faisait super chaud, c'était l'été. Et il dit, ça te tente-tu d'aller prendre un cornet? Ben, je dis, ben oui, on est allé prendre un cornet tous les trois ensemble. Puis moi, je venais de passer une audition, là. Fait que j'étais quand même énervé. Je me disais, ça se met l'été, tout ça. Puis il y a Charles Binamé qui mange le cornet avec nous autres. Puis à un moment donné, il regarde Pascal, puis il dit, hey, ça va faire un beau Clovis, ça. Hein? Et je me souviens même pas ce que Pascal a répondu parce que j'étais tellement surpris. Je suis retourné chez nous. Je dis, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je l'ai-tu? C'est parce que je l'ai. Ouais. En même temps, c'était une audition, c'était juste une rencontre. Puis on est resté longtemps, on a jasé ensemble 1 heure, 1 heure et demie après, puis après ça, c'était fini. Puis quand ils m'ont rappelé, dans ce temps-là, on n'avait pas d'argent, ils nous appelaient directement. Je comprenais rien. Ben, j'étais bien content, ceci dit, là. Mais c'est bien particulier, ça. Est-ce qu'il y avait un peu de stress, vu que justement, tu parlais, on le sait, c'est la suite des Filles de Caleb, la barre était haute, là, on peut dire un ça, peu? Non, parce que tu peux pas comparer. Ben, tu sais, les gens disent, es-tu nerveux? T'es nerveux quand ça va sortir, oui, mais pendant que tu le fais, tu joues, là, tu peux pas... Puis ça, t'as pas de contrôle. Fait que est-ce que ça va marcher? C'est pas toi. Il y a tellement de variables dans une dramatique, dans un show à télévision. Tu sais, il y a des gens qui sont très bons dans des séries pourries, il y a des gens qui sont pourris dans des bonnes séries, puis les gens disent « Ah, c'est le fun de te voir », puis ils sont pas bons. Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une série. Tu peux pas te mettre à penser est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bon, tu le fais, puis tu sais pas, là.
Ça dépend aussi comment le public le reçoit. Oui, c'est sûr. Puis justement, de cette entrevue-là, la journaliste remarquait que tu semblais être assez sensible aux commentaires du public et tu avais raconté une anecdote quand même assez marquante. Donc, si tu peux nous la lire dans le magazine numéro 2, qui est quand même assez long, qui commence par « Absolument ». Donc, absolument, et c'est pourquoi le papier représente pour moi un couteau à deux tranchants. Par exemple, un jour, j'écoutais les gens faire leurs commentaires en ondes sur mon dernier bye-bye. C'était une tribune téléphonique, puis après avoir écouté les gens me lancer des fleurs pendant plusieurs minutes, j'ai entendu une dame qui disait « J'aimais tout le monde, sauf l'écuyer. Lui, je suis pas capable de le sentir. Ça m'a fait mal. Tu peux pas savoir comment. C'est comme si j'avais reçu un double échec en arrière au hockey. » Quand même. Donc, est-ce qu'encore aujourd'hui, tu es aussi sensible aux commentaires négatifs? Moins. Moins? Moins. Parce que tu comprends, à un moment donné, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est certain. Moi, au début, je faisais partie... C'est Guy Lepage qui m'a fait réaliser, puis il a tellement raison. Et je disais, tu sais, je dis, on est pareil, hein, tout le monde. Tu joues une pièce de théâtre, ça rit, c'est un succès, ça marche. Puis là, tu regardes en première rangée, puis il y a quelqu'un, un gars, une fille, qui rit pas pantoute. Là, tu focuses dessus. Ouais. Là, les acteurs, on arrivait à l'entraque, on disait, as-tu vu le gars dans la première rangée? Oui, je l'ai vu. Ah, maudit, on parlait de lui. Puis Guillaume m'avait dit, mais oui, mais il dit, moi, je suis pas d'accord. Il dit, mettons, il y a 1000 personnes, il y en a un qui aime pas ça. Vas-tu me préoccuper plus des 999 autres qui ont du fun, ou celui qui n'aime pas ça, il y a rien qu'à s'en aller. Et honnêtement, ça a changé mon attitude depuis qu'il m'a dit ça. Il a raison. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, fait que il y en a sûrement des mauvais commentaires sur moi, je ne les vois pas. C'est en grande partie grâce à ça aussi, à cause de ça. Mais non, je ne peux pas dire que c'est... je me souviens de la toute première fois que j'avais animé au détecteur de mensonges. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens envoyaient des télégrammes ou des lettres. Puis le service de l'auditoire de Radio-Canada avait dit... ils nous avaient envoyé plein de commentaires. Puis il y a plein de commentaires qui étaient bons, mais eux autres nous envoyaient juste les mauvais. Pour nous dire, il parle trop fort, il s'y encroche... il parle trop vite, plein d'affaires. Puis c'est Jean Bissonnette qui me montrait ça. Puis il riait, il me montrait ça avec moi. Puis là, je faisais, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il dit, on fait rien. Je sais pourquoi. Ben, il dit, Patrice, ça marche. Le show est un succès. On va-tu faire attention à ceux qui n'aiment pas ça? Ils ont rien qu'à regarder d'autres choses. Ils ont le droit de changer de poste. C'est correct, là, tu sais. Et ça... J'ai dit, ben oui, mais là, pourquoi tu montres ça? Ben, il dit, c'est juste drôle. Et cette attitude-là, je l'ai pas mal gardée, je te dirais, après ça. Tu dis, bon, ben là... Le succès, tu vas le savoir si l'émission est écoutée. Tu sais, les gens disent, je me souviens, les dames de cœur, le monde chialait quand ça a commencé. On entend juste les assiettes, les fourchettes dans les assiettes, c'est plate, ça se passe d'une cuisine. Puis 6 mois après, c'était l'émission la plus écoutée. La nouveauté, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. La continuité, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors le monde, moi, je fais confiance au public. Si la mission marche pas, ça ne durera pas. Ouais. Fait que c'est pas... Le micro-management d'y aller puis de demander au monde le petit détail. Écoute, toute ma carrière, moi, je me souviens... Moi, je n'ai pas de diction, je parle vite, je parle fort. Je me souviens d'une répétition avec Jean Duceppe. J'étais avec Jean Duceppe, on répétait tout le monde. Puis là, quand je suis nerveux, je parle encore plus vite. Ça, c'est vite. Puis je me souviens J'étais en train de répéter, puis là, le metteur en scène n'arrêtait pas de me dire « Tu parles trop vite. » Puis moi... Jean Duceppe se lève, s'avance vers moi tranquillement, il vient me voir, il est à ça de moi, puis il dit, écoute-moi bien, toi, là. Ça m'a pris 40 ans de développer mon style. Tu viendras pas me le voler. Puis il se revire de bord, puis il fait un clin d'œil à tout le monde. Mais moi, je ne sais pas qu'il a fait un clin d'œil à tout le monde. Moi, je suis... avant de comprendre que c'est un gag, oui. Tu sais. Écoute, Jean Duceppe, qui était probablement, moi, c'est peut-être le plus grand acteur que j'ai vu live sur scène ici. Il avait un problème de diction, il parlait vite. Bon, je me compare pas à Jean Duceppe. Mais je veux juste dire que il y a du monde qui trouvait qu'il barmonnait, puis Roy Dupuis, Roy, il est extraordinaire. Il y a des bouts qu'on comprend pas, tant pis, c'est pas grave. Là. Tu comprends que tu feras jamais l'unanimité, puis c'est correct. Non, ça, c'est pas ça. Non, Est-ce que c'est un peu pour ça que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ou ça n'a pas rapport... c'est pour te préserver de ces commentaires-là? Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ça t'interpelle moins? Ça m'interpelle pas. C'est pas... je suis pas con, je suis pas pour, c'est pas... J'ai toujours été quelqu'un de très discret, moi. J'ai jamais été... mes voisins ne savent pas ce que je fais, mais mon cercle d'intime, oui, mais les gens, eux autres, je partage pas tout ce qui m'arrive. Moi, c'est pas... Moi, photographier mon spaghette, là. Ça ou voir le spaghette des autres.
Oui, c'est ça, pas juste le tien, mais savoir celui des autres. Je prends même pas de photos en vacances. Mais les gens disent, t'as pas de photos? Ben non. À la pêche, j'ai presque pas de photos. Souvent, on fait des livres. T'as-tu une photo? Non, j'en prends pas de photos. Souvent, je trouve que les gens, ils arrêtent de vivre le moment présent. Souvent, tu as du fun, tu es à une table, puis là, tu as tout le monde. OK, tout le monde, là, on arrête d'avoir du fun, on se place. En général, les gens, en plus, sont pas bons pour prendre la photo. Attends un instant, ouais, on va le faire dans cette fille. Ah, ouais. Puis là, tu arrêtes pendant 3-4 minutes. Le fun est arrêté pour que quelqu'un pose quelque chose sur les réseaux sociaux. Ah, ça me tue, ça, là. Prends-les pendant. Pas de problème, je comprends, là, mais tout arrêté pour. Puis moi, je me souviens d'avoir vu les coureurs de la Formule 1 sortir d'un hôtel à Montréal. Là. Écoute, le monde, mais ça, c'est une question de génération peut-être. Le monde, le coureur est là, le monde, son dos, ils veulent se poser avec le coureur en arrière. Ils le regardent même pas. Oui. Ils sont pas là pour la photo. Je comprends tout ça, là, mais moi, c'est pas moi. Moi, voir quelqu'un de connu, ça m'est arrivé d'aller à Los Angeles, de voir des artistes connus, ben je ne regardais pas parce que je l'ai pas dérangé, mais du coin de là, je les voyais régulièrement. Oui. C'est ça, montrer la photo de moi. Hey, je les ai vus. Écoute, il y a juste à mes amis proches que je vais leur dire. Ils vont savoir que c'est vrai. Je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde, ce que j'ai fait. Pas besoin d'avoir une preuve non plus. Non. On se transporte maintenant en 1994. Tu avais fait la couverture du 7 jours pour la première fois en compagnie de ta conjointe à ce moment-là, l'auteur et scénariste Joanne Seymour. Dans l'entrevue, tu revenais sur certains prix que tu avais remportés récemment, dont celui du meilleur acteur au Gala Métro-Star, mais aussi la Rose d'Or, donc un prix remis, si on ne se trompe pas, par le public au Salon de la Femme. Est-ce que c'est ça, bien ça? Oui. Je pense que j'étais le premier gars, parce que c'est tout. Je me rappelle, je pensais que c'était une joke quand tu m'avais appelé, parce que c'est un prix qui était remis à une femme, tout le temps. Puis cette année-là, c'est moi qui avais gagné. OK. Bien, justement, nous, c'était moins de notre époque. On a dû chercher un peu. On ne connaissait pas ça, la Rose d'Or. Le journaliste avait demandé à ce moment-là comment tu avais reçu ce prix. Donc, si tu peux prendre le magazine numéro 3 et nous lire ta réponse, s'il te plaît. Comment j'ai reçu ce prix? Avec beaucoup d'émotion et un grand étonnement, c'est comme si quelqu'un à qui j'avais l'intention de déclarer mon amour avait décidé de prendre les devants et de me dire « je t'aime ». Ça m'a donné un choc. Ça m'a forcé à ouvrir les yeux un peu plus sur cette affection authentique que le public me porte. Effectivement, parce que comme je dis, c'était un peu la folie ces années-là, parce que les gens ont été extraordinaires avec moi. Les gens, c'était une vague d'amour incroyable. Le Salon de la Femme, tu sais, eux autres même, ils riaient. Ils disaient, écoute, Patrice, ce que je te dis, normalement, c'est toujours une femme qui a gagné. Puis là, c'est toi qui as remis. C'était particulier. Puis ces prix-là, toujours les prix du public, puis ça a toujours été la même chose. On le dit, puis on radote quand on dit ça, puis le monde pense qu'on fait ça pour être à colère puis pour être fin. Mais c'est vrai que c'est des prix que tu peux pas quantifier. Tu peux pas tu sais, c'est intangible. Le monde, c'est une façon de te dire qu'il t'aime. Alors, toi, tu es content de faire ce métier-là. Tu espères que tu vas faire ça, surtout dans ces années-là. Tu espères que tu vas faire ça toute ta carrière. Tu espères que tu vas jouer. Tu espères que tu vas en vivre. Tu espères que tu vas faire ce que tu aimes. Et là, tu as du monde qui dit « Hey, c'est pas juste t'es bon, c'est on t'aime. » Puis c'est Dominique Michel. Elle m'a dit « Écoute, ça a l'air de n'importe quoi ce que je vais dire là, mais c'est tellement ça. » Dominique Michel m'avait dit « Patrice, quand le monde, il t'aime. Mais... » Ça a l'air idiot. C'est vrai. Mais c'est tellement ça, quand des gens t'aiment, ils t'aiment. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Mais quand ils t'aiment, ils t'aiment. Alors ça, venant d'endroits où, tu sais, le Salon de la Femme, il n'y avait pas de nomination, il n'y avait pas de... Les gens, c'était spontané. Je me souviens une fois, je faisais des petits numéros dans mon talk show L'Écuyer, puis c'était « Faites-vous confiance à Patrice ». Puis j'allais voir le monde. Le début, on s'était dit je vais aller voir quelqu'un, on m'a demandé de l'argent. Fait qu'on s'est dit, ça va en prendre 15-20 avant qu'il me passerez-vous 5$, juste ça. On va avoir 15-20 personnes qui vont dire non, puis on va en avoir un qui va dire oui. Puis là, on va mettre le décompte en bas, ça va faire combien ça en a pris? Refus. Puis au bout de 19, wow, ça, c'était faites-vous confiance à Patrice. Là, on était fourrés. Le premier, oui. Tout le monde disait oui. Fait que là, on a changé le concept. C'était combien ça va prendre de temps avant que quelqu'un dise non. Dise non à Patrice. Il a fallu qu'on rentre. J'allais voir des anglophones dans l'Ouest, ils me disaient oui. C'est ce que j'allais dire, des gens qui te connaissent peut-être moins. Oui, puis on est allé dans une caisse populaire, je me souviens, je suis arrivé au comptoir, puis j'ai demandé, me passerez-vous 5$? Puis la fille a dit, il faut remplir le papier. Non, je veux juste savoir si vous me faites assez confiance, me passer 5$. Je peux vous laisser ma ceinture, je peux vous laisser du linge. Ils ont dit non, c'est la seule place, c'est dans une institution financière où ils me passaient pas. Fait que j'avais ça, ce truc-là, faites-vous confiance à Patrice. Puis c'était le Reader's Digest, je me souviens bien, il y a toujours
sondage à chaque année. En qui faites-vous le plus confiance? Okay. C'est les médecins, les pompiers, les ci, les ça. À qui faites-vous le moins confiance? À chaque année. Tu as toujours un décompte. Ouais. Et une année, c'est toujours des métiers qui sont sortis. Puis une année, c'est en qui faites-vous le plus confiance? Le monde a répondu Patrice Lécuyer. Fait que tout ça qui arrivait en même temps, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. C'était irréel. C'est dur d'imaginer, là. J'imagine les gens, tu dis, pense-y, c'est comme si toute la rue où tu restes, t'aimes beaucoup, sont contents de te voir à chaque fois. Bien, mets ta rue, là, c'est partout où tu vas. Ton quartier, c'est partout où tu vas. C'était assez particulier. C'est quelque chose que tu mentionnes quand même dans plusieurs entrevues, là, que tu es souvent touché quand tu reçois ces prix-là. Ouais. Il y a du monde qui prennent le temps de... je parle même pas de voir des spectacles. Là. Je parle juste de tu sais, les gens, et je m'excuse, je ne veux pas vous déranger, je vous dis que j'aime beaucoup ce que vous faites. Bien là, écoute, excuse-toi pas, ça fait plaisir. Si personne remarquait ce que je fais, bien, je ne travaillerais plus aujourd'hui. T'aurais pas, là, oui. Fait que, non, c'est tout le temps très touchant. Puis dans cette même entrevue-là, dans le même magazine, tu disais aussi que la popularité n'avait pas changé ta vie. Est-ce que tu dirais la même chose aujourd'hui? Oui, ça, oui. Oui. Ça n'a pas changé ma vie parce qu'on vit au Québec. Moi, j'ai des amis qui travaillent en France, puis qui ne comprennent pas quand on se promène dans la rue ici, on se promène partout, puis on va dans tous les restaurants. Il y a deux choses pour ça, une question financière. On ne fait pas l'argent que... En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas le marché ici pour, par exemple, avoir des paparazzis. Parce que les paparazzis vont prendre des photos de ta vie privée et ils vont les vendre. Mais ici, il n'y a pas de marché, fait que c'est pas assez payant. Il n'y a pas personne qui va s'installer avec une photo, un téléobjectif, en face d'un endroit où je prends mes vacances en espérant de me voir en bédaine, prendre une photo et la vendre dans une revue. Ça serait moins bien accepté aussi. Ça serait moins bien accepté parce que, ça, je suis pas d'accord. Ouais. Ça serait accepté s'ils le faisaient. Mais ils le font pas parce qu'il n'y a pas personne. Mais si c'était payant, ils continueraient, puis à un moment donné, ça serait... Le monde est intéressé à tout. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Là, il y a tout sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait ça. Donc, nous, ici au Québec, on continue à avoir une vie normale. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de section VIP quand tu vas dans des endroits, des restaurants, des bars. Il n'y a pas ça, la section VIP où le monde est à part. Donc, cette espèce de star system-là, inaccessible, inatteignable. Tu sais, on fait partie de la vie de tous les jours. Donc, ça ne change pas grand-chose. Je te dirais même que ça change pour le mieux. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais allé dans un fast-food dans l'Ouest. C'était un anglophone qui était là, puis elle était tellement bête avec moi. Puis je trouvais ça extraordinaire. J'ai dit, hey, ça fait des années qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été bête avec moi dans la vie. C'est vrai, c'est comme ça, la vie, des fois, tu sais. Moi, je ne veux pas ça, là. Le service à la clientèle n'est pas toujours... Pas toujours. Au bout du bout. En 95, maintenant, tu venais nous raconter toute l'histoire de toute ton enfance. Le magazine numéro 4. Oui. Si tu veux regarder les photos, c'est le magazine... c'est ça, tu nous avais parlé aussi de ton meilleur ami, ton ami imaginaire, Luc Gaétan. Oui. Donc, si on peut te demander de lire la citation numéro 4, s'il te plaît. Parce que ce sont des... la question, c'était pourquoi ces souvenirs sont plus précieux que d'autres? Parce que ce sont des souvenirs que je partage avec Luc Gaétan. Celui qui était alors mon meilleur ami. Il habitait une petite maison tout près de la nôtre. Et tous les grands moments de mon enfance, c'était avec lui que je les ai vécus. On était inséparables. Je me souviens parfaitement du décor de la maison qu'il habitait, de tous les cadeaux qu'il recevait à Noël, de chacun des moments passés ensemble. C'est encore très clair dans ma tête. Le problème, c'est que j'ai appris avec stupéfaction il y a 10 ans que Luc Gaétan n'a jamais existé. C'est quand même... tu vois, on t'a pris le magazine, tu te souvenais de son nom, tout ça, c'est quand même... Nous, on a fait le saut quand même de savoir que... Ben oui, j'en parle dans mon... Écoute, j'ai un numéro dans mon spectacle là-dessus. OK. Alors, encore aujourd'hui, tous mes souvenirs sont très, très, très précis. Je vois tout ça. Mais moi, je suis étonné de dire que j'ai vu sa maison et tout ça. J'ai peut-être voulu en mettre un peu. Parce que j'ai jamais su où il restait. Puis c'est d'ailleurs... j'ai parlé à un psychiatre à un moment donné. Oui. Puis il dit, tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. Il dit, où est-ce qu'il restait? Là, je fais, je sais pas. Ben, il dit, c'est ça. Ah. Il dit, t'as créé quelque chose, t'as créé. Ben, tu te souviens comment il était habillé? Oui, il était tout habillé pareil. C'est sûr qu'il était tout habillé pareil. Il n'existait pas. Fait que dans ta tête, t'as fait quelque chose, puis t'as mis ça. Tu sais pas où il reste parce qu'il restait pas nulle part. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est particulier. C'est quand même... et moi, je te dis encore aujourd'hui, mes souvenirs sont clairs, là. Je les vois très bien. Je le vois. Je me souviens de faire tout ce qu'on a fait, là. Mais c'était pas...
il n'y avait pas beaucoup d'enfants de mon âge dans le quartier, fait que je m'étais créé un ami imaginaire. Puis c'était allé loin, là, mettons. Mais oui, moi, quand même. Ben, c'est allé loin parce que tu as beaucoup d'enfants qui ont des amis imaginaires. Oui, c'est commun quand même. C'est commun, puis ils savent à quelque part. Moi, même dans mon souvenir, peut-être qu'à l'époque, je le savais que c'était un ami imaginaire. Mais aujourd'hui, tous mes souvenirs, il a existé. J'étais bien dans ma tête. Écoute, moi, écoute, j'ai rencontré bien des spécialistes, voir si toi, t'allais bien que moi. Là. Moi, j'étais tout le temps dans ma tête. Je me souviens, je pouvais passer un après-midi avec une brosse à dents dans les mains. Puis là, je la regardais, puis là, ça devenait un bateau. Puis là, les poêles, c'était comme un canon pour lancer des affaires. Puis là, il y avait du monde qui ramait en dessous dans le manche. Là, puis il y avait des affaires qui faisaient avancer. Écoute, je fais passer un après-midi complet. Mais moi, je jouais, là. Une grande imagination. Je n'étais pas catatonique devant, non. Fait que souvent, ma mère était bien inquiète. En même temps, tu t'occupais par toi-même. Non, je n'étais pas de trouble. Oui, non, c'est ça. On a aussi remarqué la photo plus grande. Oui. Ça dit que tu étais un des premiers à porter des broches. Ben, j'étais le premier, même. Le premier. À l'école. Ben, j'étais un des premiers, mais à mon école, j'étais le seul. J'étais le seul. Puis dans ce temps-là, les broches, c'était les grosses bagues en acier. Écoute, mais mon surnom, c'était Dents d'acier dans le temps. Comme le gars de James Bond, le parfum dans James Bond. Fait que c'était assez particulier parce que ça n'existait pas. Fait que je me souviens dans l'école, je jouais au ballon chasseur, puis là, il y a du monde qui arrivait. Hey, Patrice, monte tes broches, je faisais. Puis là, je faisais puis ça partait. Tu vas dire, pour l'éveil à la puberté, pour un jeune, là, l'éducation sexuelle, c'est moins ça. Tu sais. Fait que c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, heureusement, écoute, moi, j'avais les dents d'en haut, t'as par en avant, les dents d'en bas, t'as par en arrière. Je serrais les dents le plus possible. J'étais capable de faire une grimace sans aucun problème. Il y avait de l'espace. Ah, mon Dieu. Il y a même un médecin, Monique, m'avait dit, parce que moi, j'étais maigre comme un bicycle quand j'étais tellement maigre quand j'étais petit. Puis il dit, probablement, c'est parce que c'est les dents d'en avant qui déchiquettent les aliments. Puis probablement que tu n'as jamais vraiment bien digéré. Ça en passait tout droit parce que, écoute, je mangeais, puis j'étais maigre, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, on faisait des blagues, mais c'était même pas une blague. À travers une clôture de frost, j'aurais pu manger une pomme, là, tu sais. J'aurais été capable. Gilles Latulippe, les gens, les plus vieux se rappellent, Gilles Latulippe, moi, c'était pire que ça. Moi, il fallait que je force pour fermer mes lèvres. Je force très fort. Sans ça, ça ne fermait pas. C'était quelque chose. Fait que c'est quand même particulier parce que ça coûtait quasiment, dans ces années-là, le prix que ça coûte aujourd'hui. Oui. C'était très cher. Mes parents n'avaient pas d'argent. Ils l'ont fait pareil. J'aurais tellement pas eu la carrière que j'ai là. C'est un cadeau inestimable qu'ils m'ont fait. Certainement. Ça a aidé. Mais c'est ça nous a fait quand même rire. La petite citation qui disait « Il est le premier à porter des broches ». On était curieux. On se transpose maintenant en 96. Tu avais encore une fois fait la couverture du magazine, mais cette fois pour parler de quelque chose de bien spécial. Ah. Tu avais réglé ton mal de dos. Oui, avec la tape-là. Oui. Oui. Ça dit, donc tu t'étais blessé en spectacle? Oui. Je faisais dans le spectacle Merci beaucoup. Donc ça, c'était en 96. Oui. J'ai traîné ça pendant plusieurs années. Je sautais dans les airs, puis je tombais à terre. OK. Puis assis. Puis là, je me relevais juste avec mes jambes. C'était assez particulier. Et un soir, je tombe, je me relève, ça fait mal. Bon, j'ai mal dans le dos, je fais pas attention, je finis le show, on s'en va au restaurant, j'ai mal dans le dos, je m'assois dans mon char, on retourne à l'hôtel, incapable de sortir de mon char. OK. Incapable. Puis là, on m'avait traité en médecine sportive, on s'est occupé de moi, il n'y avait pas d'hernie discale. Fait que pendant 3 ans, j'ai vu des spécialistes, des affaires, ça s'est aggravé. Finalement, je me suis ramassé 3 hernies discales. Puis on a fait venir le rapport du tout début. Puis comme c'était en médecine sportive, il y avait parlé au technicien, il n'y a pas d'hernie. Puis on a sorti le rapport, puis finalement, il y en avait une hernie. Fait qu'on n'a jamais traité ça ne se traite pas une hernie, il faut juste se renforcer, ça, en tout cas. Puis j'ai arrêté de jouer au théâtre, moi, à cause de ça. J'avais des spasmes, j'avais le dos comme un S, j'étais comme une corde de violon, c'était écœurant. Puis j'ai vraiment arrêté de faire la scène à cause de ça. Puis c'est la table penche-là, c'est des exercices c'est un gars qui entraînait des danseurs de ballet. OK, oui, bien c'est ça, disait un peu gymnastique. Oui, bien c'est ça, il y a un photoshoot complet. Des exercices en étirement. Et ça m'a sauvé la vie. Ça, puis l'ostéopathie, là. Mais je me suis renforcé les abdos, puis c'est le maintien, parce que les muscles de soutien, les muscles qui te soutiennent, les muscles qui font que tu es droit, ne vieillissent jamais.
Fait qu'il n'y a aucune raison qu'à 95 ans, on ne soit pas droit comme une barre. Okay. Parce que ces muscles-là restent aussi forts. C'est juste qu'on les laisse, on se tient mal. Puis là, je me tiens comme ça pour le micro, là, mais normalement, je fais attention, je fais vraiment très attention maintenant, je me tiens droit. Là. Mais c'est ça. Alors, c'est tout ce que j'ai appris. Je me souviens, écoute, c'était tellement grave que je m'étais couché sur le dos. Tu sais, les chevilles ramenées sur le bord des fesses, j'étais couché sur le dos. Puis la Thérèse Cadrin-Petit m'avait dit, OK, contracte les abdos. Elle me touchait les abdos. J'étais incapable de contracter les abdos parce que j'avais tellement mal que je me laissais le ventre relâcher. J'avais des ceintures de soutien. Ah, c'était quelque chose. Puis ça m'a vraiment sauvé la vie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Ou... pas la table penche, non, mais je fais des exercices comme du pilates. C'est le même principe. C'est des trucs pour se renforcer. OK. Bon, on a particulièrement aimé la séance photo là, qui venait avec le... on trouvait ça quand même audacieux, mais écoute, c'était l'époque. Oui. Oui. Toutes, là. Oh boy, oui. De toutes les positions possibles. On les voit aussi à l'écran. Là, mais ça, je me souviens, là, il te faisait faire des affaires avec un ballon. Tu te mettais un ballon au-dessus de la tête, là, juste dans les airs comme ça, puis tu faisais juste te pencher, puis il te mettait dans une certaine position où c'était pas ta musculature qui forçait juste ta musculature de soutien. C'est là que tu te rends compte qu'on la néglige. On s'en sert pas, ouais. Au bout de 30 secondes, tu te rends, t'es pas capable. Puis même des gens, des athlètes, elle leur faisait faire ça, puis t'es pas capable. Des gestes très simples, mais dans une position qui fait que... En tout cas, ça m'a sauvé la vie. Puis quand tu as mentionné t'as arrêté de faire de la scène, est-ce que tu avais des offres que tu as dû refuser? Oui, c'est sûr. Non, je ne fais pas de sur scène parce que souvent, je shiftais. Fait que là, j'avais des anti-inflammatoires. Souvent, j'étais assez relaxant musculaire. J'ai même eu non, tu prends ça, en tout cas, ça va me revenir, mais j'ai eu de la médication très, très forte. Pour moi, j'ai arrêté de le prendre, ça n'avait pas de sens. Là, des Valium. Valium, au départ, c'est un relaxant musculaire. Ouais. Fait que on m'en a même prescrit. Puis, je me souviens, écoute, c'était une période où j'étais vraiment shifté. J'ai tout eu, des infiltrations de cortisone, tout ça. J'avais pris ça, puis là, écoute, ça a pris comme 30 secondes. Là, la tension a relâché. Puis là, je m'étais couché. Puis je m'étais réveillé 4-5 heures après. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pas mal. Ça va même te retourner. Ça faisait des mois, je ne dormais pas. J'avais trop mal. Puis j'ai dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Fait que j'ai pris ça 3 jours. Ça allait tellement bien. J'ai dit, non. J'ai dit, j'arrête ça. Ça va trop bien pour mon dos. Et ça m'a pris 3 semaines avant d'avoir une bonne nuit. Je ne réussissais pas à dormir après ça. Puis après ça, quand je vois les entrevues avec comme Michael Jackson, comme plein de monde, ils prennent de la dope, mais c'est des antidouleurs qu'ils prennent. J'ai compris à quel point on peut devenir addict. Moi, ça m'a pris 3 semaines d'avoir une bonne nuit après avoir pris ça 3 jours. Fait que si j'avais pris 3 semaines comme prescrit, ça m'aurait peut-être pris 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis au bout de 4-5 mois, il faut que tu dormes, moins tu travailles. Bien là, t'en prends une. Puis là, j'ai compris comment tu peux développer une addiction aux opioïdes. Et tout ça, quand même. Incroyable. On se transporte quelques années plus tard, donc on était en 96, maintenant en 2010. Tu nous accordais une entrevue pour nous parler de ton retour à l'animation sur scène pour le Gala Québec Cinéma, qui à l'époque portait un autre nom. Oui. Le journaliste avait demandé si le jeu te manquait, puisque ça faisait quelques années que tu te consacrais au métier d'animateur. Donc, si tu peux nous lire ta réponse, ce que tu lui avais dit. Bien, c'est sûr que ça me manque, mais ce qui ne me manque pas, c'est d'attendre après le téléphone qui sonne. Pour moi, c'est terriblement angoissant et très insécurisant. Tout était toujours à refaire. Tu avais beau faire une série qui avait un gros succès, il fallait encore passer par des auditions pour le prochain projet. Je trouvais ça très dur. C'est vrai, quand tu es comédien, tu perds ta job 3-4 fois par année. Bien, surtout si tu fais du théâtre. Là. Quand tu fais des séries télé, c'est à tous les 2 ans, 3 ans. Mais c'est un tempérament, je trouvais ça dur. Ouais. Je ne sais pas si j'avais été seulement acteur toute ma vie, si j'aurais fait ça toute ma vie, je ne sais pas. Il arrive aussi une affaire, c'est que quand tu es acteur, des fois, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes ta vie. Des fois, tu fais un rôle ou une série qui n'est pas nécessairement bonne, mais il faut que tu travailles, il faut que tu n'as pas le choix. Fait que des fois, tu joues dans 1-2 affaires qui sont pas bien bonnes, puis là, tu n'es plus associé au succès. Ouais. Fait que là, mais c'est très, très, très dur. Moi, j'ai un immense respect, puis j'admire les comédiens. Tu sais, être comédien quand ça va bien, c'est formidable.
c'est fantastique. J'ai eu une période là, où je recevais des offres. Après ça, à cause de mes choix, j'ai dit non, mais c'est une chance extraordinaire de pouvoir choisir dans ce métier-là. Puis vraiment peu de temps après cette entrevue-là, tu retournais au jeu dans Unité 9. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de comment ce projet-là est arrivé à toi? Oui, c'est très drôle, parce que je refusais tout, moi. Parce que j'étais tellement souvent à la télévision, je ne veux pas aller donner un rôle en plus. Ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi, tu refusais parce que tu voulais le regard des gens? Des fois, j'avais 3 émissions différentes en télévision. Mais tu faisais en sorte que tu jouais pas? Non, mais quand on m'offrait, je disais non, je suis assis à la télé, je ne vais pas jouer en plus. Là, je refusais beaucoup. Mais tu te privais, c'est peut-être pas le bon mot. Non, là, je me privais pas. Non, je me suis jamais privé. Les gens disent, ça t'a pas fait ça. Là, j'ai été gâté, moi là. Non, c'est pas vrai. Puis quand ils m'ont appelé pour Unité 9, c'est très drôle parce que j'avais vu le début de la saison. Je trouve ça extraordinaire, cette série-là. Wow! Puis ils m'appellent. Puis ils me disent, écoute... non, c'est pas vrai. C'est le réalisateur qui me croise à Radio-Canada qui dit, Patrice, il dit, peux-tu te parler? Il dit, oui, parce qu'ils avaient parlé de moi pour jouer le rôle de Guylaine Tremblay avec l'auteur. Puis elle aimerait beaucoup ça m'avoir. Puis il dit... on ne lui demandera pas parce qu'il ne veut pas jouer. Il dit non à tout le monde. T'sais. Fait qu'il me croise par hasard à Radio-Canada, puis il me dit « Hey, Patrice, excuse-moi. » Il dit « Écoute, on a un rôle dans Unité 9. » Puis là, je m'apprêtais à lui dire « Non, regarde, je joue pas tout ça. » Puis il me dit « On est gêné de te l'offrir parce que c'est juste 3-4 jours de tournage. » Là, j'ai fait « Hein? » Hey, j'ai dit « Tu vas rire? » J'ai dit « J'allais te dire non, mais si c'est pas plus gros que ça, on va le faire. T'es-tu sérieux? Bien, regarde, l'auteur va t'appeler. » Fait que l'auteur m'a appelé, Daniel Trottier. Elle m'a expliqué ce qu'elle veut faire avec le personnage. Mais elle dit, c'est pas beaucoup. J'ai dit, parfait. J'ai dit, si tu me dis, il va prendre beaucoup d'importance, prends quelqu'un d'autre, je le ferai pas. Mais si c'est juste que j'aime tellement l'émission, je vais le faire. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais probablement que si j'avais... Tu sais, il y a tellement de hasard dans ce métier-là. Si je croise pas, moi... Le réalisateur à Radio-Canada, peut-être qu'il n'ose même pas m'appeler, puis je fais pas ça. Mais il avait quand même pensé à toi malgré ça. Oui, c'est sûr. C'est flatteur quand même. Est-ce qu'on pourrait te revoir éventuellement au jeu? Oui, ça va arriver. Oui, certain. Quand je vais arrêter de dire non. Tu dis encore non? Ben là, t'es moins un peu. Là, je suis en tournée beaucoup cette année. Mais après ça, Ouais. on va voir. On peut organiser. Tu sais, si des projets, c'est assez d'avance, tu peux organiser les horaires en fonction de. Oui, j'aimerais ça jouer. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas parce que t'es un peu moins à la télé, justement, vu que t'es sur scène. Fait que là, c'est plus l'excuse de. Les gens te voient trop. Non, là, je pourrais jouer. Fait que là... Ben, j'avais arrêté, d'ailleurs, de faire les détecteurs de mensonges quand j'ai fait Blanche, parce que j'avais peur que le monde y voit Confucius arriver sur son cheval, parce qu'il y avait un problème de Confucius dans les détecteurs de mensonges. Fait que je me dis, puis c'était une erreur, parce que le problème, c'est pas tellement qu'on risque de t'identifier si on te voit beaucoup, mais c'est parce qu'il faut que tu sois vraiment très bon pour qu'on oublie le personnage. Donc, il faut que tu joues quelqu'un d'autre que toi. C'est sûr que tu te joues toi. Les gens vont faire référence à l'animateur, mais c'était pas le cas. Faire le lien entre les deux, c'est certain. 2017 maintenant. Tu nous parlais de tes multiples projets à ce moment-là, encore une fois. Toujours des multiples projets. Cette fois-là, Silence on joue, qui a été dans ta vie longtemps, qui joue encore, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, que tu animes toujours. Tu parlais aussi de ta vie privée, un sujet sur lequel tu te fais beaucoup plus discret. Oui. Le journaliste avait demandé si tes 2 filles suivaient tes traces. Donc, si tu peux nous lire l'extrait de magazine numéro 7, s'il te plaît. Est-ce qu'elle envisage de devenir comédienne ou animatrice? Des fois, oui, des fois, non. Elles sont encore jeunes. Personnellement, je leur laisse faire leur choix. La meilleure chose à faire qu'un jeune qui veut faire ce métier-là, c'est de ne pas lui donner de conseils. Je dis toujours, si tu hésites à faire ce métier-là ou autre chose, fais autre chose. Je pense que mes filles ont la fibre artistique, mais je ne sais pas à quel point. Donc ça, c'était 2017. Maintenant, 2025, est-ce que tu peux dire, t'affirmes qu'elles ont la fibre ou non? Ah, est-ce qu'elles ont la fibre artistique? Moi, je ne parle pas de mes enfants. Non. Je parle pas, j'en ai jamais parlé, j'en parlerai jamais. S'ils veulent un jour faire des entrevues, ils le feront, elles, là, tu sais. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais... puis dans mon show, d'ailleurs, j'explique pourquoi. Je parle pas de mes enfants, puis je parle pas de ma vie privée comme telle, là, tu sais. C'est un choix que j'ai fait. C'est pas un... Tu sais, quand tu étais plus jeune, c'est parce que je voulais pas que le fait que je sois connu, ça teinte leur relation avec les autres. C'est beaucoup pour ça que j'avais peur. Aujourd'hui,
Je les laisse faire leur vie. Et, s'ils décident de faire ce métier-là, vous allez le savoir d'eux autres, pas de moi. Puis c'est pas quelque chose que je parle, ça. Puis tu les laisses choisir. Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais moi, c'était ça. Moi, mes parents m'ont jamais... mon père, oui. Mais ma mère m'a jamais encouragé à faire ce métier-là, mais elle m'a jamais découragé non plus. Si t'es heureux là-dedans, vas-y, puis tout ça. Puis mon père, lui, il m'encourageait parce qu'il trouvait ça extraordinaire. Mais ils m'ont jamais non plus trop encouragé. Ils m'ont pas découragé. Ils m'ont laissé être ce que je suis. Ils m'ont laissé faire ce que je veux. Là, puis sans... est-ce qu'elle le soit ou non, qu'elles aient la fibre ou non, est-ce que c'est stressant vu que toi, tu viens de ce domaine-là? Tu sais que c'est quelque chose qui peut être... Non, parce que c'est quelque chose de tellement différent aujourd'hui, le métier. Là. Puis moi, quand je l'ai fait, c'était différent. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui voudrait faire ça, écoute, il y a les réseaux sociaux, il y a des plateformes, il y a le métier, je pourrais même pas... Je pourrais conseiller quelqu'un sur quoi faire, c'est d'être soi-même, si t'es animateur, puis si t'es acteur, ben c'est d'être bon. Oui. mais il y a par où passer, quoi faire, tu sais, c'est un chemin que je connais pas, moi, là. Ouais, c'est mais pas, plus du genre que moi, il ça... n'y avait rien. Moi, il y avait le théâtre, puis il y avait 2 postes de TV. C'était tout. Fait que tu passais par là, puis la LNI. Il n'y avait pas grand... Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, tellement d'endroits. Ah oui, mais c'est que ça vient avec ses hauts et ses bas, un peu comme tu disais tantôt, un comédien... Oui, mais ça, c'est pas mon monde, non, mais c'est leur monde, eux autres. Écoute, quand j'étais jeune, ma mère, on avait fait une manifestation à Polyvalente, on avait fait de la grève 3 semaines pour avoir le droit de porter des jeans. Puis ma mère disait, hey, ça n'a pas de bon sens, les jeans sont tellement serrés, vous auriez une verrue sur une fesse, on la verrait. Puis c'était quelque chose, tu sais. Fait que ma mère a vécu quelque chose que moi, j'ai pas vécu. C'est sûr. Écoute, on est ailleurs. Là. Ah oui, puis ça change ça prend pas 30 ans avant que ça change. Maintenant, ça va super vite. Oui. Finalement, en 2023, tu étais venu nous jaser de ton projet Partir autrement en amis, diffusé à TV5, que tu avais co-animé avec ton grand ami, justement, Gaston Lepage. Le journaliste avait demandé à quand remontait votre amitié. Si tu peux nous lire ta réponse. C'est toutes des photos, j'ai même jamais vu de ça. Moi. Non? Ah non? Ben non, parce que t'en prends pas. Ah non, c'est ça. Wow! OK. Donc, il y avait l'émission, puis donc les photos qui sont dans le magazine, ça a été pris pendant le tournage. Alors, à presque 40 ans, j'ai rencontré Gaston à la LNI. La première chose que j'ai dite, c'est « Moi, dans la vie, je veux être comme toi. » C'était, et c'est encore mon idole, c'est un mélange de MacGyver et d'Indiana Jones. On a 11 ans de différence, mais on n'a jamais senti cette différence d'âge. Entre nous, ça a été instantané. Pendant des années, on a pris nos vacances ensemble. On ne s'est jamais perdu de vue. Mais avec les enfants, on se voyait moins souvent. Lorsque nous sommes ensemble, nous ne nous ennuyons jamais. Donc, quand tu as rencontré Gaston, tu admirais déjà son travail, tu le qualifies d'idole. Donc, est-ce que c'était intimidant? Ah, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Gaston Lepage, là, c'est... Aujourd'hui, les plus jeunes ne peuvent pas comprendre à quel point les vedettes au Québec étaient des plus grosses vedettes qu'elles le sont aujourd'hui. Parce qu'il y avait juste la télévision. Oui. Il n'y avait rien d'autre. Fait que la TV, là, c'était Hollywood. C'était comme des stars internationales. Et on n'avait que ça. Alors moi, j'ai grandi avec Gaston. Bien sûr, pas grandi, c'est pas vrai. On a 11 ans de... 11 ans, oui, tu sais. Mais je l'ai vu faire des choses. Il m'impressionnait autant comme acteur que comme homme. Le gars dans la vie. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. Alors, Gaston, c'est un gars... C'est un gars particulier. Il n'y a personne qui ressemble à ce gars-là. Je ne connais pas personne. Et comment il est, et comment il s'habille, et c'est un acteur prodigieux. Et je dis souvent à Gaston, c'est quoi? Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu formes un couple, juste le fait d'être ensemble, t'es bien. Bien, Gaston, puis moi, c'est ça. Gaston et moi, là, on pourrait passer on passe des fois l'après-midi ensemble, un à côté de l'autre. On n'a pas grand-chose à se dire, mais on est bien. On est ensemble. C'est ça. Alors, Gaston, c'était ça. Mais c'est sûr que quand je l'ai rencontré, moi, c'était une énorme vedette. Puis au-delà de l'énorme vedette, en plus, c'était quelqu'un d'un immense talent. Moi, ça m'impressionnait, c'est sûr. Alors, quand je l'ai rencontré, à un moment donné, il m'a invité à aller manger chez eux. Je ne pouvais pas croire que dans la vie, j'irais manger chez Gaston Lepage un jour. Là. Passer de collègue à ami. Ah oui, écoute, jamais j'aurais imaginé ça. Fait que quand j'ai rencontré Gaston, c'était comme... Moi, j'ai dit ça, puis c'est vrai. Écoute, il y avait un avion, il allait à la pêche. Je me disais, j'aimerais tellement ça être comme lui un jour. J'ai jamais réussi à avoir son détachement. C'est un gars qui s'en fait pas pour rien. C'est un gars qui est calme, qui s'énerve pas. C'est un gars qui n'a pas de malice. C'est un gars qui aime tout le monde, que tout le monde aime. J'aimerais ça être comme ça, mais il est vraiment exceptionnel, Gaston. Puis d'être ami avec lui, c'est sûr que c'est une chance inouïe, là.
Puis donc, vous êtes dans la vie l'un de l'autre depuis très longtemps. Vous avez traversé plusieurs époques de votre vie, des épreuves ensemble. C'est quoi le secret d'une amitié qui dure aussi longtemps? C'est drôle, hein, parce que Gaston, il m'a déjà dit, il dit, écoute, t'es le seul ami avec qui je me suis jamais chicané. Puis, le secret... je ne sais pas, le secret. Non, sérieux, j'aimerais ça te donner une réponse, là. Je pense que c'est comme un couple. Le secret, c'est de trouver la bonne personne. C'est... Mais surtout, si tu dis il n'y a pas de chicane, tout ça, vous étiez fait pour être amis, tout simplement. Il y a des choses, on pense pas pareil, c'est sûr, mais on se chicane pas, on n'est pas là-dedans. J'ai jamais eu à le convaincre de quoi que ce soit. Mais avec Gaston, j'allais dire avec Gaston, c'est facile, mais Gaston, c'est quelqu'un qui choque dans la vie des fois, qui me dit, moi, je l'ai jamais vu, il va se choquer plus contre des objets. OK. C'est Louise qui me compte ça. Ça là, on a des fois, écoute, Hulk sort en lui. Il y a un problème avec une affaire, là. Mais avec le monde, je ne penserais pas, mais en tout cas. Mais j'aimerais ça. Puis, en fait, j'aimerais ça te le dire. J'aimerais mieux pas le savoir. Parce aussi, que, ben oui. à partir de ça, tu sais, souvent, les gens disent aussi, qu'est-ce qui explique ton succès? Je ne le sais pas, puis je suis content de ne pas le savoir, parce que si tu te mets à jouer sur ce que c'est, puis tu veux te servir de ce qui fait que ça marche, souvent, tu casses la machine, tu sais. Les Américains disent if it ain't broken, don't try to fix it. Fait que c'est pas brisé, essaie pas de le réparer. Alors, je me suis jamais posé la question comme telle. Je sais pas, puis j'aime mieux pas le savoir. Puis qu'est-ce qui t'a appris à ce moment-là? Tu disais c'est quelqu'un qui a pas de malice, qui a pas de... Qu'est-ce qui t'a légué? Mais bon, il est encore avec Gaston, nous. Gaston, ce qui est le plus fascinant chez lui, c'est son autonomie. Autonomie à tous les niveaux. Gaston, il est bien, peu importe ce qui arrive. Puis si t'es avec lui, tu vas être bien toi aussi, là. Mais... Il est autonome aussi, il est capable de tout faire. Il a fait sa maison de A à Z quasiment. Il travaille le bois, il est manuel, ce que je ne suis pas, mais là, pas en tout. Moi, j'ai tout le temps, c'est comme s'il parlait hongrois quand il parle de tu sais, lui, moi, je rentre dans un magasin de pêche à mouche, je viens fou. Lui, il rentre dans une quincaillerie, il vient fou aussi. Mais moi, ça me dit rien, une quincaillerie, des outils, là. Il y a 7-8 perceuses différentes. Il m'explique. Puis souvent, moins maintenant. Je te dirais depuis 3-4 ans, moins, là, mais jusqu'à il y a 3-4 ans, j'avais beau lui dire, Gaston, ça ne m'intéresse pas. Je le sais. Mais à un moment donné, je me dis, peut-être tu vas comprendre. Non, ça me dit rien pantoute. Je pensais t'avoir à l'usure, finalement, non. Puis est-ce que voyons, excuse-moi, je vais y arriver. Ce tournage-là, justement, là, tu voyais les photos, c'était la première fois que tu les voyais, tout ça. Est-ce que tu as un souvenir qui te revient de ce tournage-là? Je me souviens qui me revient, c'est très, très récent. Quand ils m'ont appelé pour faire ça... Vous étiez allé à quel endroit? On est allé en Sardaigne. Je me souviens, ils m'ont appelé pour faire ça. Je m'en allais dire non, ça ne m'intéresse pas. Puis on dit, ça sera avec Gaston Lepage. Hey, il va passer 2 semaines avec Gaston. Ça fait des années qu'on n'a pas passé 2 semaines ensemble. J'ai dit, wow, c'est pour ça que j'ai dit oui. Puis, ce que je me souviens, c'est qu'on a passé 2 semaines continuellement ensemble. Écoute, c'était fantastique. Le tournage était dur, c'était pas bien préparé. On faisait des temps interminables en auto pour rien. Mais tout était parfait, on était ensemble. C'est ça, Gaston puis moi. Puis 2 semaines avec vos horaires, là, c'est ça, comme tu dis. Des années, c'est dur à faire. On l'a fait un peu moins d'avance, c'était correct. Ça prenait un tournage pour nous réunir. Oui. Avant de se quitter, on l'a mentionné au tout début de l'entrevue, de l'épisode, de ton spectacle, ton premier spectacle seul. Donc, c'est un premier one-man show pour toi qui s'intitule « Après seulement 32 ans d'absence sur scène ». Oui. On en a parlé un peu tantôt, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Bien, moi, quand j'étais jeune, j'allais voir Yvon Deschamps. Je l'ai vu au Patriote, je l'ai vu à la salle Maisonneuve, je ne sais pas combien de fois. Et de voir quelqu'un seul sur scène, puis c'est la même chose quand je vais voir des humoristes, de voir quelqu'un seul sur scène, puis travailler une salle, parler à une salle, jouer avec eux autres, on appelle ça danser, jouer avec le rire. J'ai toujours trouvé ça fascinant. J'ai dit, oh my God. Tu parlais de bucket list. Ben, j'aimerais tellement ça, faire ça. Mais là, je suis rendu là. Là, le show, on l'a fait, ça fait peut-être 45-50 fois. Là. Puis c'est ça, là, je suis rendu, là, je possède assez le show pour... on n'est même pas rendu à la première, mais là, c'est comme une dent j'ai hâte. Les journées où je ne joue pas, je suis déçu. Je me dis, ben c'est sûr. C'est sûr, c'est parce que ça marche. Si ça marchait pas... c'est sûr que ça donne plus le goût d'y aller. Je la trouverais plus dure, tu sais. Là, ça marche très, très, très bien. Fait que c'est tellement gratifiant de faire ça. Puis, j'avais la prétention de penser que
ça intéresserait le monde, ce que j'ai à dire, mais tout ce que j'ai vécu, moi, je l'ai vécu devant le monde. Moi, je suis dans la fin de la période où la télévision avait une importance démesurée dans la vie des gens. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres plateformes que c'est pas aussi prédominant que ça l'était. Mais moi, ma carrière, c'était dans ces années-là. Alors, j'ai une relation avec le public, puis de voir le public après, quand je vais les voir après le spectacle aussi, c'est de parler. Puis la télévision aussi, c'est un peu comme des photos. La télévision, c'est... Tu regardes les photos, c'est pas juste les photos qui t'intéressent à te rappeler où tu étais quand tu as pris ces photos-là, quand tu as vu ces photos-là. C'est comme tantôt, juste le fait de voir les photos avec Gaston dans nos voyages, ça m'a transporté. J'ai jamais vu ça. Je dis, wow, c'est donc formidable. Alors, la télévision, c'est ça aussi. Alors, moi, je raconte beaucoup ce qui s'est passé. C'est un show d'humour, bien sûr, mais ça reste que tout ce que je raconte, la plupart des choses que je raconte ont rapport à la télévision, mais c'est des choses qui se sont passées que les gens n'ont jamais su. C'est la coulisse. Et le monde est fasciné par ça, c'est sûr. Puis même les gens, les plus jeunes, ils me disent après, ils disent qu'il y a des affaires que je ne savais pas, mais je regrette donc de ne pas avoir vu ça parce que c'est conçu pour quelqu'un qui ne m'a pas vu toutes ces années-là, puisse comprendre aussi, bien sûr. Là, mais il y a comme une proximité avec le monde. C'est la première fois que je retournais vers le monde parce que depuis 32 ans, je n'ai pas mis le pied sur la scène. J'ai fait des choses devant le public. Absolument. Mais vraiment, là, puis la tournée, c'est formidable pour ça, d'aller prendre le temps de jaser avec le monde après. Oui, bien c'est ça. Derrière la télé, il y a quand même un écran. Oui, puis il y a des artifices. Tandis que là, c'est mais là, les gens raw, se déplacent pour venir te voir, ça, prennent de leur temps, puis tout ça, c'est quand même une belle reconnaissance. Tu disais un peu tantôt, bon, on a mentionné tes enfants, tu dis dans le spectacle pourquoi tu n'en parles pas. Quel autre thème, de quoi tu parles un peu sans brûler évidemment tes punchs? Non, mais en fait, je parle de ma vie. En fait, quand tu vas sortir de ce spectacle-là, tu vas... c'est Diane Lavoie qui a fait une de mes amies qui a fait des costumes pendant longtemps pour le Bye Bye. Elle est venue voir le show à Saint-Eustache, pas à Saint-Eustache, à Pointe-aux-Trembles. Elle était avec son chum, puis elle disait à mon chum, elle dit, c'est exactement le gars qui était assis dans le green room avec nous autres quand on enregistrait le Bye Bye, puis il nous racontait des trucs, là. Elle dit, il est pareil. Il est pareil. Fait que quand tu vas sortir de là, bien, c'est ce que le monde me dit d'ailleurs. Il dit, mon Dieu, tu sais, j'ai jamais parlé de moi, mais en même temps, il dit, hey, merci, vous nous avez une porte. En fait, j'ouvre une porte sur qui je suis. C'est ça que je fais. Les gens, là, quand tu sors de là, tu sais vraiment c'est qui Patrice Lécuyer. Pas juste le personnage, l'animateur, là, mais le gars dans la vie. Tu as une bonne idée, oui. Mis à part le spectacle, bon, il y a la télévision Silence on joue qui continue à Radio-Canada. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu peux nous parler? Non, il n'y a rien. Il y a des choses, il y a des projets, mais là la priorité, c'est le spectacle. Puis Silence on joue, si ça revient, je vais être très heureux de faire une autre saison, c'est sûr. Là. Ça va très bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne reviendrait pas, mais bon, on ne sait pas. Tout est déjà enregistré pour toute la saison. C'est ça. Alors là, cet automne, je me concentre sur le spectacle, puis les prochains projets, on va voir si ça marche tout ensemble. L'appel est lancé aussi pour un rôle au cinéma, on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrice. Ça fait plaisir. Rien de trop gênant, traumatisant. Non, pas tout. Voyons donc. Tout va bien. Tu confirmes tout ce que tu as dit. Oui, j'ai tout. C'est moi, ces photos. Oui. Merci, Patrice. Merci. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.